Donc, ce sont un petit peu donc, toutes ces considérations, surtout les noms personnels, qui vont m'amener à réaliser quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. C'est à l'occasion d'une conférence internationale sur la culture inuite que ça s'est passé. J'avais fait une communication sur les noms inuits. Je ne suis pas un ethnographe des Inuits, j'ai jamais vu les Inuits. Mais il y a une abondante littérature ethnographique qui décrit très très bien les différents dans la nomination chez les Inuits. C'est évidemment un système particulier dans la mesure où le nom est un peu l'essence ou l'âme de la personnalité qui se transmet. C'est la raison pour laquelle les premiers voyageurs étaient stupéfaits de voir qu'une vieille dame pouvait s'adresser à une petite fille en lui disant grand-mère. Parce que la petite fille avait hérité en quelque sorte du nom principal de la grand-mère de la vieille dame. Donc la petite fille était comme la grand-mère pour la vieille dame. Bon, donc c'est ça. Mais ce n'était pas tellement ça qui m'intéressait dans les noms inuits, c'était plutôt leur fonctionnement, l'existence. Donc j'avais fait une comparaison un peu assez détaillée tout de même, et une contribution. Bon. Quoi qu'il en soit, ça m'a permis d'écouter d'autres spécialistes de la culture inuite, et j'ai toujours été, comme je vous l'ai dit sans doute, passionné par cette culture, qui m'avait, au fur et à mesure de mes lectures, semblé très proche de la culture palawan par son style de relations personnelles, par différents autres aspects, son caractère très égalitaire, normalement pacifique, les gens qui maîtrisent beaucoup leur agressivité, etc., bien qu'il y ait des homicides, etc. Enfin, bon. Et donc j'ai toujours été fasciné. Alors, je revenais de cette conférence, j'étais dans la rue et tout à coup, et je pensais à une chose, je me disais mais c'est fou parce que finalement ces Inuits, ils n'ont pas de groupe, ils n'ont pas de groupe de parenté non plus, c'est des réseaux, ils vivent en réseau, voilà, et donc ils n'ont pas de groupe. Les Palawans, c'est la même chose, exactement. Ben, ce n'est pas des sociétés. Quand on regarde le dictionnaire de l'ethnologie, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une société? Eh bien, c'est un ensemble de personnes qui sont divisées en institutions, qui sont des groupements, et c'est un rapport entre ces groupements qui fait la société. Comme il n'y avait pas de groupement fixe ou stable chez les Palawans, des réseaux, ben, ce n'étaient pas des sociétés, ils ne correspondaient pas à ce qu'on appelle une structure sociale. Alors moi j'ai dit, ça c'est fantastique. Hein. Donc on a étudié des tas de gens qui sont des vraies communautés, parce qu'il n'y a pas que les Inuits et les Palawans, et ce n'est pas des sociétés, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de caractéristiques sociales comme les nôtres, c'est-à-dire des institutions, des corporations, etc. Bien sûr, ils n'ont pas de hiérarchie non plus, pas de chef. Ce n'est pas des sociétés. Voilà. Alors ça m'a frappé, comme une sorte de révélation extraordinaire. Je me suis dit, il faudrait un autre langage, ou d'autres, peut-être une autre approche, pour essayer de rendre compte de ces groupements humains qu'on a appelés, bon, alors des différents acéphales. Mais les groupes acéphales ne sont pas nécessairement comme les Inuits, ce sont des gens qui sont anarchiques. Anarchiques. Anarchos, qui n'a pas de chef. C'est ça la signification d'anarchique. Mais qui, en plus, qui n'ont pas de chef, ont quelque chose d'anarchique au sens de chaotique, c'est-à-dire il y a quelque chose d'aléatoire. D'aléatoire.
Ils ne sont pas organisés mécaniquement, de façon linéaire. Donc je vais les appeler des anarchos, mais quoi? Mais ils forment des tout, des populations qui ont une culture, qui ont un mode de vie, qui ont des arts, une langue, une morale, une religion, des rituels, enfin, et qui forment des communautés bien définies, avec de la cohésion, avec beaucoup de cohésion. Donc je vais les appeler grégaires, anarcho-grégaires. Ils sont grégaires parce qu'ils ont de la cohésion, et ils sont anarchiques parce qu'ils n'ont pas de chef d'une part, que d'autre part, ils vivent dans l'aléatoire. Donc j'ai creusé cette définition, et je repose bien entendu toutes les autres sociétés qui sont, elles, hiérarchiques, y compris les démocraties sont toutes hiérarchisées, bien entendu, et inégalitaires, ça va de soi, et essaye de ne pas vivre dans l'aléatoire, mais de prévoir tout à l'avance, de créer des corporations. Et la corporation était tout de même la grande idée d'un type qui était un anarchiste au départ, qui était Radcliffe Brown, et qui finalement a été le théoricien du contraire de l'anarchie, c'est-à-dire de la corporation. On a fait une définition de la corporation qui était canonique, qu'on apprenait en ethnologie, n'est-ce pas? Corporation, ben, c'est un groupe qui vit éternellement, comme disait Maine, n'est-ce pas? Qui vit en perpétuité. Et peu importe que certains de ses membres partent ou d'autres arrivent, c'est toujours la même corporation. Elle a des limites, elle a des symboles, elle a un chef, elle a des propriétés. Donc voilà, c'est une société organisée comme ça, avec une société politique. C'est une société hiérarchisée comme la nôtre. Et justement, chez les Palawans et les Inuits, il n'y a pas de corporation. Il y a des réseaux à partir de relations dyadiques, de relations familiales. Il y a des familles. Il y a des familles, puis des agrégations de personnes qui se font et se défont au cours du temps, sans qu'on puisse dire au point T du temps quel sera l'aspect de ce groupe, un aspect T plus 1, on ne sait pas, ou T plus N, on ne sait pas. Rien n'est prévisible exactement dans ce que Mauss appelait justement la morphologie sociale. Morphologie sociale en flux constant, voyez, comme chez les chasseurs-cueilleurs, qui sont en fission-fusion constamment. Voilà, alors est-ce qu'on a véritablement pris vraiment conscience de cela? Je me suis rendu compte quand j'ai consulté les comptes rendus sur des groupes particulièrement anarchiques, comme les Chewang, qui avaient été étudiés par Signe Orwell, une anthropologue norvégienne, et par Peter Rivière, les Piara, qui sont aussi des gens tout à fait... Et dans ces comptes rendus, l'auteur du compte rendu, c'était Gell, et puis un autre, je ne sais plus, il disait, ah, mais alors là, attention, hein, pour faire sens de ces groupes, il faudrait une autre théorie. On n'a pas de théorie pour ces groupes. Et puis, ce n'était pas les seuls cas. Par exemple, Henri Labourect, un ethnologue ancien en France, avait étudié les tribus, les lobbies d'Afrique. Il avait dit, voilà, ils n'ont pas de société. Il n'y a pas de groupe, pas de chef, bon, pas rien dit. Bateson avait été dans une société, les Baining, de Nouvelle-Guinée, et il avait déclaré, ces gens-là, ils sont inétudiables. On ne peut pas les étudier. Ils n'ont rien. Voilà. Bon, ils se lèvent le matin, et puis ils mangent, ils dorment. Voilà, et ainsi de suite. Alors, c'est tout de même absolument incroyable que notre anthropologie sociale, et l'ethnologie qui a été le départ de notre anthropologie sociale, qui devait rendre compte de tous les groupes humains, soit systématiquement heurté à des cas totalement incompréhensibles, pour lesquels aucune théorie
Novalet, et qui réapparaissait régulièrement sous la plume des ethnographes. Comment se fait-il qu'on a été la cécité de la profession à cet égard est incommensurable. Alors moi je me suis dit, bon, je vais essayer tout de même de m'y mettre et d'essayer de théoriser tout ça, de théoriser ce que j'appelle l'anarchie. Donc ça a été le début d'une entreprise que j'ai commencé. Alors je l'ai commencé par une petite communication que j'avais faite à l'université que j'avais fait à Helsinki devant la Société d'anthropologie finlandaise. Et le sous-titre de ça, c'était « Les hommes sont-ils toujours sociaux ?» Ma réponse était « Ils ne sont pas toujours sociaux, parfois ils sont anarchiques et pas sociaux au sens où on l'entend, nous. » Alors, c'est une conférence qui a été écoutée avec beaucoup de politesse, reçue par les gens. Et les gens n'ont pas véritablement été convaincus, hein, c'est normal. Et puis après, en 2008, j'ai été invité à Princeton, à l'Institut d'études avancées de Princeton. Et ça m'a permis pendant un an de creuser cette théorie. J'avais sous la main des bibliothèques, la bibliothèque de Princeton, la bibliothèque de l'Institut, etc. Enfin, puis toutes les ressources accessibles à l'Internet. Donc j'ai travaillé à la question, donc j'ai sorti là un article sur l'anthropologie de l'anarchie, où j'essayais justement de théoriser cette question de groupes humains qui sont des vraies communautés et pas des sociétés. À mon sens. Hein. Bon, si on prend le mot société au sens très général de population qui vit avec un mode de vie plus ou moins constant sur plusieurs générations, etc., bien sûr que ce sont des sociétés dans ce sens-là. Mais ce sont tout de même des communautés qui n'ont pas, qu'on ne peut pas définir comme on définit nos sociétés. Vous voyez. Donc il y a une opposition radicale. Évidemment, j'avais lu, bien sûr, sans en être imprégné ou impressionné particulièrement, les travaux de Pierre Clastres, qui ne m'a pas influencé du tout. D'abord, je ne comprenais pas ces sociétés contre l'État. C'est bizarre, etc. En fait, j'avais mal interprété parce que Clastres était un type qui s'exprimait de façon un peu empoulée. Il aurait dû simplement nous expliquer que, ou nous dire tout de suite, voilà, c'est des sociétés qui sont contre tout ce qui pourrait éventuellement conduire à l'État, c'est-à-dire à la hiérarchie. Donc, ces sociétés contre l'État, c'est des sociétés contre toute forme possible de hiérarchie. C'est-à-dire des sociétés anarchiques. Mais des sociétés anarchiques, c'est très différent de sociétés acéphales. Hein, des sociétés acéphales. Voilà, les Nuer ne sont pas anarchiques comme les Palawan, ou comme les Tchéons, ou comme les Piara. Ce sont des sociétés sans État, mais vous pouvez ne pas avoir d'État, et des sociétés comme en Nouvelle-Guinée, en Afrique et partout ailleurs, et à Hawaï, par exemple, qui avait tout de même des royaumes, qui étaient des sociétés très hiérarchisées. Donc vous avez, Clastres aussi, d'une part, il n'avait pas les moyens qu'on a maintenant pour théoriser tout ça. Ensuite, il est mort prématurément, etc. Donc voilà, il n'a pas pu développer sa théorie. Mais bon, elle avait impressionné, mais elle était restée lettre morte. Personne ne marchait dans les pas de Clastres, personne. Et de toute façon, ce qui se passe dans l'histoire politique du XXe siècle se produit exactement dans l'histoire académique du même siècle. En France, les marxistes détruisaient tout ce qui était anarchiste. Ils ont massacré les anarchistes. C'est les bolcheviks qui ont massacré les anarchistes. En Russie, voilà, Makhnovchina notamment. Donc, voilà, il y avait les gros marxistes qui les écrasaient. Bon. Et je me rappelle que Clastres avait fait une intervention au séminaire de Lévi-Strauss, et il s'était fait ratatiner, mais alors vraiment ratatiner par Lévi-Strauss. Il était très maladroit, hein, parce qu'il disait que les tatouages et les scarifications des Indiens des plaines, c'était des marques qui se marquaient sur leur corps, leur position à l'État. C'est bizarre ça, parce que Lévi-Strauss leur dit bah, pas du tout, ils marquent sur leur corps leurs exploits guerriers. Donc c'est un phénomène beaucoup plus
proche justement d'une expression de la hiérarchie. Alors là, c'était pas très convaincant ce qu'ils avaient. Donc il n'était pas très convaincant, Clastres, et puis il avait écrit un bouquin qui était très très lu à l'époque, qui avait un gros succès de librairie chez les étudiants, c'était La Chronique des Indiens Guayakis, donc des chasseurs-cueilleurs tout à fait anarchiques. Mais bon, une ethnographie qui me paraît un peu douteuse à certains moments, mais je n'ai pas de preuves. Quoi qu'il en soit, voilà, Clastres ne m'a pas aidé, je n'ai pas vraiment compris ce qui est. Mais quand j'ai compris qu'il y avait, alors je ne suis pas entré dans l'anarchie par le biais de l'anarchie, je suis entré dans l'anarchie par l'absence de corporation. C'est surtout ça. J'arrive pas à définir, je l'avais dit au début, n'est-ce pas, passer des années à faire des schémas pour essayer de comprendre comment ça marchait. Et si je ne trouvais pas, n'est-ce pas, de constance, il n'y a pas de filiation dans dans le groupement. Il n'y a pas de corporation. C'est des réseaux de diades qui sont liés à des diades, des familles, à d'autres familles, etc. Et qui se dissocient, se rassemblent, se reséparent, vont créer d'autres familles ailleurs, etc. Donc ça m'a réconcilié m'a fait penser que Clastres avait une intuition tout à fait juste. Son intuition, c'était que ces sociétés, qu'il appelait continentales, anarchiques, étaient radicalement différentes sur le plan conceptuel des sociétés comme les nôtres qui sont hiérarchisées à corporation. Et là, je pense que l'intuition qu'il avait du mal à défendre est entièrement justifiée. Je crois vraiment que ce qu'il a dit est très très juste. Là, son intuition est juste, mais la façon dont il l'a défendue n'est peut-être pas suffisamment. Bon, donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, ne pas essayer de mettre tout ça en place. Alors j'ai tout de même dû trouver quelques éléments d'explication ailleurs. Là, c'est ce qui intervient dans ma pensée, si vous voulez, dans ma réflexion. C'est pas simplement le fait que j'ai élargi mon champ d'études à des sociétés amérindiennes ou africaines. C'est le fait que j'ai commencé à incorporer les enseignements de la primatologie et de la paléoanthropologie et de l'anthropologie évolutionnaire. Comme je vous l'ai dit, j'avais été impressionné par les ouvrages de Fox, pas seulement le truc sur la parenté, mais ce qu'il a fait après, Red Lamp of Incest, j'ai tous ses livres ici. Et j'ai eu l'extrême plaisir, joie et privilège de le rencontrer à Princeton, parce qu'il habite Princeton. Et c'est un type absolument délicieux sur le plan personnel, d'une culture extraordinaire, qui m'a beaucoup écouté et encouragé aussi dans mon entreprise. Bien qu'il ne soit pas sans doute complètement convaincu par mes arguments, mais c'est un grand esprit, un homme. J'ai une admiration sans borne pour lui. Et il m'a mis en relation avec d'autres chercheurs aussi qui pensent un peu comme moi. Alors, justement, lui, Robin a véritablement, Robin Fox, a exploré ces histoires d'évolution, avoir un regard sur le très 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 long terme sur l'évolution humaine. Ça correspondait aussi apparu la psychologie évolutionnaire, tout ça, dans mon parcours, si vous voulez. On commençait à dire, l'homme moderne a un cerveau du paléolithique dans le crâne de l'homme moderne, qui est une caricature, bien sûr. Mais il est incontestable, j'ai été très vite convaincu par le fait qu'on était des êtres biologiques, qu'on se comportait, on sentait, on agissait en fonction de systèmes qui étaient mis en place par l'évolution. Un système, il faut bien appeler de biologique, corporel, si vous voulez, naturel. Et qu'on avait vécu tout de même, les dates reculent sans arrêt,
à 200 000 ans, peut-être beaucoup plus, à l'état anarchique, puisque nous étions des chasseurs-cueilleurs charognards qui vivaient très vraisemblablement en petites bandes mobiles, nomades. Les petites bandes mobiles nomades actuelles nous donnent peut-être, c'est évidemment une extrapolation que l'on fait, mais il faut être prudent, mais nous donnent peut-être une idée de ce que pouvaient être des bandes mobiles, nomades, petites, de petite taille, de 50 personnes au moins, dans lesquelles nous avions vécu pendant 200 000 ans, pour atterrir tout à fait à la fin du parcours évolutionnaire, dans les, mettons, 5000, et encore ça vaut que pour une petite partie de l'humanité, dans les 5000 dernières années, voire ça a commencé entre 10 000 et 5000, après le néolithique, dans des sociétés hiérarchisées et à état. Voilà. Alors évidemment, là, les points d'interrogation sont très nombreux, on fait des hypothèses, on prend ce qu'on peut, et la triangulation qu'on fait, c'est bien sûr la triangulation classique entre les chasseurs-cueilleurs, ou alors des sociétés justement anarchiques du type Palawan ou Semai, Malaisie, Tiongkok, etc. Semai, qui sont des agriculteurs survolés, donc ils ne sont pas simplement des chasseurs-cueilleurs. Vous avez également des nomades de la mer, qui sont disons, les gens étudiés par Sater, les Sama, Dilaut, qui sont des sociétés réticulaires, sans corporation, sans chef, sans hiérarchie, et qui fonctionnent dans le quotidien sans créer des structures permanentes. Vous voyez, sans créer des structures permanentes. Voilà. Donc si on a vécu pendant plus des 9/10 de notre évolution dans cette situation, bah, dans le dernier dixième, et encore c'est moins que ça, il reste quelque chose tout de même, c'est pas possible. Voilà, si vous vivez 49 ans et demi dans un certain système et que pendant les 6 derniers mois de votre vie vous vivez dans un autre, même pendant ces 6 derniers mois, il vous reste quelque chose des années précédentes. C'est pas possible, n'est-ce pas? D'autre part, si on étudie un peu Darwin et qu'on voit un peu Darwin, on se rend compte que l'évolution, d'abord, elle est buissonnante, elle est toujours divergente, mais qu'elle est bricoleuse. Elle est bricoleuse. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'invente pas à partir de zéro, l'évolution. C'est pas comme un ingénieur qui fait un pont avec des nouveaux matériaux, L'évolution fabrique du nouveau avec de l'ancien. Elle bricole, comme au sens de Lévi-Strauss. Elle utilise des éléments des systèmes différents, elle les assemble, elle fait quelque chose de nouveau. Bon. Donc, il n'y a pas de raison que sur le plan, disons, du comportement, sur le plan psychologique, nous n'ayons pas été formés pendant cette très très longue gestation anarchique et que nous n'ayons pas gardé des traces profondes. Donc j'ai essayé d'explorer tout ça et de me rendre compte de comment ça marchait. Et ça m'a beaucoup éclairé pour comprendre comment marchait la cohésion chez les Palawans. Elle marche sur deux choses, en fait, sur deux pieds. Alors elle marche d'abord sur le fait que toutes les relations étant des relations personnelles, il n'y a pas de relation de statut. Et ces relations personnelles sont fondées sur l'humour, le plaisir d'être ensemble, le rire, la plaisanterie. L'humour, la plaisanterie, le comique sont des ingrédients qui ne sont pas simplement cosmétiques, pas simplement un dîner entre amis où on rigole, on raconte des blagues. Ça crée le lien social, le lien grégaire. Le lien grégaire est créé. Les Inuits sont, d'après les descriptions que j'ai lues, nombreuses, des gens qui rigolent comme des baleines, sans arrêt, qui se moquent les uns des autres, qui s'esclavent. Et j'ai des descriptions d'Inuits qui rient qui sont exactement comme les Palawans. Et en plus, le rire, etc., c'est très important parce que ça permet, chez les Inuits en partie, mais chez les Palawans aussi, la non-violence. Un informateur me disait, si tu rigoles pas, si tu plaisantes pas, c'est que tu veux me tuer. Ou bien on rit, ou bien on se tue. Et même chez les non-violents, la peur de la violence est toujours présente.
Et je n'ai pas été le seul à me rendre compte de cela. Je me suis rendu compte que une ethnologue britannique qui s'appelle Joanna Overing avait vu ça chez les Amérindiens, et il y avait d'autres articles dans cet ouvrage collectif, et où justement, finalement, on avait finalement compris que ce n'était pas des relations structurales de groupe ou d'institutions qui assuraient la cohésion des gens, mais simplement des rapports humains, chaleureux, bienveillants, ce que j'appelle la félicité des rapports sociaux, la félicité. Concept qui est aussi emprunté aux linguistes. Voilà. Donc, voilà. Ce sont des groupes humains qui vivent parce qu'ils agrègent des personnes, non pas des institutions, des statuts, mais des personnes concrètes, dans l'immédiateté de leur réalité concrète, de personnes singulières, et qui créent de la convivialité, du plaisir, pourquoi pas, de la joie entre eux. Et c'est comme ça que ça marche. Alors l'autre volet de la chose, c'est aussi tout de même l'éthique. C'est-à-dire que ce sont aussi des groupes humains qui partagent des règles morales, dont la plus évidente chez les Palawans, la plus importante, c'est l'Ingassi, c'est-à-dire la compassion, la sympathie, l'empathie. Il y a beaucoup de traductions, mais c'est le fait d'être disposé de façon bienveillante et généreuse à l'égard de l'autre. Ils ne vont pas jusqu'à dire de l'amour chrétien, mais c'est la disposition bienveillante à l'égard de l'autre et généreuse. Il faut partager. Le partage et l'action, le comportement, c'est pas une valeur, c'est le comportement qui repose sur cette obligation morale de donner ou de partager les choses avec les autres. Donc là, je pourrais parler du partage et d'autres concepts très importants qui me font finalement comprendre ce que je ne comprenais pas au début, sur cette cohésion du groupe, de la communauté chez Palawan et sans doute dans beaucoup d'autres groupes humains qui vivent comme ça, qui ont ce même